Et on a besoin à un moment donné aussi de pleurer, de sortir tout ce qu'on a comme souffrance, parce que la souffrance des autres, elle transpire un peu sur nous aussi. Mais on est là et on se renforce aussi dessus. Ils ont besoin de nous et c'est aussi notre force à nous. C'est aussi notre énergie de savoir qu'on est là pour les aider. Et si on voit ces personnes-là recommencer à sourire, alors que 10 secondes avant, elles pleuraient, c'est le plus beau des cadeaux qu'il puisse y avoir. C'est le plus beau des cadeaux qu'il puisse y avoir, de pouvoir leur redonner envie de sourire. Nous sommes en ligne avec Aurélia Ablia. Aurélia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la directrice du département francophone de One Family, cette association célèbre qui s'occupe d'accompagner, on va dire, les familles victimes du terrorisme. Et bien entendu, depuis le début de la guerre, on a parlé ensemble à plusieurs reprises et à la veille de ce Yom HaZikaron, bien entendu, on voudrait peut-être faire le point avec vous sur l'action de One Family, en particulier auprès des victimes du terrorisme et bien entendu de ceux qui ont été frappés par la guerre. Oui, merci. Oui, effectivement, on est très, très, très actifs auprès de ces familles, surtout depuis le 7 octobre, puisque on va dire que pratiquement le chiffre de nos familles a été multiplié par plus de 30% par rapport à ce que nous avions avant. Les activités se sont aussi décuplées, c'est-à-dire que là où on avait des groupes de parole, où on avait des rendez-vous avec des psychologues, où on avait quelques voyages, week-ends, séminaires, quelques groupes d'art-thérapie. Maintenant, c'est une trentaine c'est pas une quarantaine d'activités par semaine à travers tout le pays. Nous avons beaucoup développé la section voyage parce que nous nous sommes rendus compte que partir loin est aussi très réparateur, très curateur. Donc, on a fait par exemple beaucoup de voyages cette année au Mexique, uniquement pour les orphelins des 2 parents de cette guerre, puisqu'on a vu plus de 80. En tous les cas pour le 7 octobre déjà soi-même. Et la première fois, c'était les grands, donc ils sont partis tout seuls, évidemment accompagnés par des membres de One Family, mais je veux dire, c'était tout seul, sans accompagnateur adulte. Et la deuxième fois, c'était avec des plus jeunes orphelins qui sont venus avec les adoptants, qui sont souvent les grands-parents, les oncles et tantes. Nous avons fait une fois, et là, ça part dans une semaine, des voyages avec 60, 70 frères et sœurs endeuillés, souvent des jeunes gens qui sortent aussi de Milouim et qui ont besoin simplement de se retrouver entre eux. Le fait de se retrouver entre personnes qui ont subi le même trauma, le même drame, c'est aussi extrêmement important. On ne peut pas du tout comparer la perte d'un frère à la perte d'un enfant ou la perte de son mari. Et nous avons aussi fait des voyages en Éthiopie. Et là, nous partons la semaine prochaine. J'ai organisé, nous emmenons à Paris 17 jeunes femmes jeunes de cette guerre. Alors, elles n'ont toutes pas 20 ans. Il y en a la majorité entre 20 25 et 40 ans. Mais les autres aussi, il y en a quelques-unes qui ont déjà aussi malheureusement 50 ans, donc de plus nombreuses années avec leur mari. Et nous les emmenons pour 5 jours à Paris, qui seront des jours de repos, des jours de visite, mais aussi des jours de thérapie avec des art-thérapeutes que nous avons trouvés sur place et qui viendront tout à fait, eux aussi bénévolement, nous aider à travailler avec ces jeunes femmes pour qu'elles puissent recommencer à tourner leur chemin de vie pour recommencer de nouveau, comme on dit, Léatril Mébereshit, c'est-à-dire recommencer à se lever et recommencer une nouvelle vie sans celui qu'elles ont aimé. Il y a aussi justement, à ce sujet, Aurélia, on en parle beaucoup, on en voit beaucoup, on voit beaucoup de témoignages et de reportages sur ces jeunes veuves. Alors, il y a, est-ce que One Family s'occupe aussi des veuves de soldats israéliens? Oui, bien sûr. C'est ça, hein, d'accord. Pas seulement des victimes du terrorisme, hein, c'est important de le souligner. Absolument. C'est-à-dire que jusqu'avant, nous étions les familles de victimes, et puis la Seconde Guerre du Liban a été un déclencheur, donc nous avons décidé tous ensemble de commencer aussi à s'occuper des familles de soldats, des soldats blessés, voilà, et des familles de soldats. Et bien évidemment, dans les voyages que je fais par exemple là maintenant, sur les 7 jeunes femmes veuves, il y en a 10 qui viennent, qui sont issues du corps d'armée. Ou du corps de sécurité, par exemple, de Be'eri, de Re'im. Il y a même un homme qui a été tué à la sécurité même
de la Nova Party. C'est évident qu'on s'occupe de tout le monde et c'est d'autant plus fort qu'ils sont là pour nous défendre, ils sont là pour que vous et moi nous puissions parler tranquillement à la radio ce matin, ils sont là pour que nous puissions dormir tranquille. Donc bien sûr que nous nous occupons aussi de leur famille. Mais c'est important de souligner. Oui, alors, mais c'est important parce que la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on peut s'occuper de la même manière de familles, enfin de familles endeuillées, de soldats qui sont tombés au combat et de victimes du terrorisme? Est-ce que sur le plan psychologique, sur le plan du traumatisme, c'est le même traumatisme ou les choses sont différentes? C'est-à-dire le traitement nécessite une approche différente? Alors, en temps normal, si on peut appeler ça normal, le traitement nécessite une approche différente. C'est pas pareil un blessé par un autobus qui a sauté ou un couteau qu'un soldat qui a été brièvement blessé. De la même façon pour les familles endeuillées voilà. Mais le 7 octobre ayant été un attentat en lui-même, le jour du 7 octobre, alors oui, on a décidé qu'on prendrait toutes les familles du 7 octobre même, au même niveau que si c'était des civils, ou que les civils au même niveau que des militaires. Parce que beaucoup ont pris leurs armes personnelles pour aller se défendre. Oui. Donc là, oui, effectivement, on ne peut pas trop non plus faire de séparation et de distinction à ce niveau-là. Non, mais je pose la question. Je pose la question parce que on a toujours le sentiment que dans le cadre de Tsahal, eh bien l'armée israélienne prend en charge, on va dire, les familles endeuillées, les veuves, les frères, les sœurs, les parents. Non, pas à ce niveau-là. Alors, expliquez-nous. Je vous interromps, pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'armée d'Israël, ou l'Israël prend effectivement les parents pendant quelque temps, les parents d'un soldat qui a été tué ou d'un membre des services de sécurité, mais c'est quelque temps et il prend la veuve, mais il ne prend pas au sens plus large comme ses frères et sœurs. Comme les grands-parents, comme le conjoint quand il n'était pas marié. C'est ça, il y a beaucoup de jeunes filles qui étaient fiancées avec des soldats. Absolument. Donc nous, le 7 octobre a été aussi un déclencheur pour ça, c'est-à-dire que là où on prenait, par exemple, quelqu'un qui est décédé, on prenait ses parents, sa femme ou son mari, et les enfants et ses frères et sœurs, et on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Donc on prend maintenant aussi en charge les grands-parents, les fiancés, même si elles n'étaient pas mariées, les conjoints qui vivent ensemble, qui vivent pas ensemble, et les parents du conjoint ou de la femme ou du veuf ou de la veuve. Parce que eux aussi, ils en reçoivent énormément au niveau de la souffrance de leur enfant qui a perdu leur mari ou leur conjoint, de voir leurs petits-enfants qui souffrent parce qu'ils sont devenus orphelins. Donc c'est et puis on aime nos gendres ou on aime nos belles-filles. Donc ce sont nos enfants aussi quelque part. Donc voilà. Donc on s'est rendu compte que ça manquait, l'État ne le faisait pas, le Victoire Lemi ne le fait pas, le Sucra ne le fait pas, l'armée ne le fait pas, donc nous le faisons. Mais on ne le fait pas non plus sur un temps limité, on ne le fait pas sur 6 mois, 1 an, ou bien en disant vous avez droit à 10 séances ou à 2000 shekels de séance. Non, on leur a commencé à leur prendre la main le 7 octobre, nous les tenons toujours par la main, comme nous tenons toujours par la main ceux qu'on a avec nous depuis 24 ans, qui sont notre famille depuis 24 ans. Alors je suppose que cela nécessite, on va dire, énormément de bénévoles, parce que l'association repose sur les bénévoles. Vous pouvez me donner un chiffre de bénévoles qui sont liés de près ou de loin à One Family? Bien sûr. Là où nous avions 400 bénévoles, on va dire pratiquement quotidiens il y a quelques années, nous sommes passés à 3 ou 4 000 dans tout le pays au quotidien, parce qu'il y a tous les jours, des visites dans les hôpitaux auprès des soldats qui sont là-bas quelquefois depuis le 7 octobre. Dans tous les hôpitaux du pays, mais pas que pour les soldats, pour leurs femmes, pour leurs enfants, parce qu'il faut s'occuper d'eux pendant que la femme, elle est avec le mari à l'hôpital, pour essayer. Donc tous les jours, il y a quelqu'un qui va voir des soldats avec des activités, et des cadeaux. Tous les jours, nous allons rencontrer des familles endeuillées. Tous les jours, nous allons on a des activités, on emmène des jeunes gens orphelins à des matchs de foot, à des concerts. Nous avons invité pratiquement 2000 personnes au premier concert d'Idan Abedi qui lui-même avait été très grièvement blessé à Gaza. Donc on leur amène pas simplement une bougie pour aujourd'hui ou bien un cadeau à Rosh Hashanah ou à Purim, quelque chose comme 8000 Mishloach Manot quand même à Purim cette année. On ne fait pas que ça, on est là tous les jours. Et pour vous donner un exemple, hier soir, et c'est la spécialité de One Family, on appelle ça Yom Zikaron ve Birot.
C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous les jeunes, on parle des jeunes, des grands jeunes, des jeunes adultes, qui se réunissent et ce soir, après Yom HaZikaron en soi et les cérémonies et les discours, et on les commencé ça hier soir, on leur distribue les nerfs Zikaron et en même temps on leur amène une bière. Et ils se réunissent entre eux parce que les larmes vont aussi quelquefois avec le rire et c'est ça notre spécialité. C'est-à-dire qu'on a décidé et on le fait que toutes ces personnes qui pleurent tellement doivent aussi pouvoir rire et avoir des larmes de joie, de rire, ou des larmes amères peut-être, mais des larmes de joie. Alors donc justement, en fait, elle rit en même temps. Alors justement, ça m'amène à la prochaine question, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même manière au deuil. Bien sûr. Et est-ce que parmi les volontaires de One Family, il y a des gens qui eux-mêmes ont été des familles endeuillées, sont des familles endeuillées, on va dire, parce que le deuil demeure, mais qui, elles, ont réussi à faire face et viennent aider d'autres familles qui ont des difficultés, beaucoup plus de difficultés à refaire surface? Oui, alors c'est vrai que nous avons des familles de bénévoles, des personnes bénévoles qui elles-mêmes ont reçu et été accueillis à bras ouverts de tout ce que donnait One Family et ont décidé de se porter bénévoles en organisant des activités ou bien tout simplement en allant voir dans une famille spontanément pendant les semaines de deuil ou dans les hôpitaux. Mais c'est aussi beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, qui nous écrivent en disant voilà, je suis en Israël pour 5 jours, je veux donner mon temps intégralement d'aller visiter les familles, aller visiter. Donc il y a aussi ce genre d'activité et voilà quoi. Donc nous avons, oui, il y a, mais dans le personnel même de One Family, il y en a beaucoup qui aussi ont perdu ou un frère dans une des guerres d'avant même que nous existions, ou bien des enfants dans des attentats depuis que qui sont d'ailleurs rentrés chez nous parce qu'on leur a ouvert les bras pour leur dire on est là pour te soutenir, on est là pour te faire redécouvrir les presque normalités. Et en fait, qui ont dit voilà, je rentre chez vous, je suis bénévole, et puis après, du coup, ils sont restés avec nous. Et nous avons comme ça des personnes qui sont là depuis 24 ans que nous existons, qui ont subi la perte d'un enfant ou la perte d'un frère, et qui sont encore avec nous, parce qu'elles estiment que ça les aide. Alors c'est difficile, hein, je dis pas, il faut être débriefé régulièrement, nous-mêmes, moi-même, je veux dire, ça fait 24 ans que je suis dedans, 24 ans, et là, depuis le 7 octobre, je suis pas à la retraite, c'est-à-dire je suis 24 heures sur 24 dessus, la nuit jusqu'à 3 heures du matin. Les réunions, je les fais avec notre directrice, quelquefois à 2 heures du matin au téléphone. Donc, on est tout le temps dessus. À un moment donné, c'est clair qu'on craque. On a aussi nos enfants au front. On a aussi nos enfants en Milouim, à Gaza, au Liban ou à Shrem, ce qui n'est pas mieux non plus. Et on a besoin, à un moment donné aussi, de pleurer, de sortir tout ce qu'on a comme souffrance, parce que la souffrance des autres, elle transpire un peu sur nous aussi. Mais on est là et on se renforce aussi dessus. C'est-à-dire que je me vois pas lâcher du tout. Je dis pas que j'ai pas à un moment donné dit je peux pas, il faut que je déconnecte pendant 24-48 heures parce que c'était un trop plein de souffrance, mais on peut pas parce qu'ils ont besoin de nous et c'est aussi notre force à nous. C'est aussi notre énergie de savoir qu'on est là pour les aider. Et si on voit ces personnes-là recommencer à sourire, alors que 10 secondes avant, elles pleuraient, c'est le plus beau des cadeaux qu'il puisse y avoir. C'est le plus beau des cadeaux qu'il puisse y avoir, de pouvoir leur redonner envie de sourire, de rire, de redécouvrir. Ces femmes que j'emmène à Paris la semaine prochaine, j'en avais emmené il y a 10 ans des groupes déjà à l'époque, ces femmes sont assez très contentes de voyager, mais elles sont aussi très stressées parce que est-ce que j'ai vraiment le droit d'aller voir Paris, que je ne connais pas, d'aller voir des belles choses, alors que mon mari, il est sous la terre, et que mes enfants sont sans leurs parents, sans leur père? C'est très très difficile de savoir et ça, c'est tout un travail et toute une organisation de les amener à dire ok, on voyage, voilà, vous avez le droit aux mouchoirs, mais vous avez le droit aussi aux bonbons, vous avez le droit d'acheter des cadeaux pour vous, de voir des belles choses, de profiter de la vie parce que c'est ce que lui voudrait, c'est ce que votre enfant voudrait, votre mari voudrait, votre fils voudrait, voilà, vos parents. Il faut vraiment, je crois qu'on est là pour ça. Alors derrière cela se cache bien entendu, derrière ceux qui travaillent, qui sont comme vous les cadres de l'association, il se cache bien entendu des donateurs. C'est peut-être l'occasion de rappeler peut-être, parce que One Family, on le voit ne serait-ce que par le nom, ça s'appelle pas Mishpacha Achad, mais ça s'appelle One Family. Elle est aussi liée d'une certaine manière avec le judaïsme de diaspora, d'étrangers, du Canada, des États-Unis.
et de France. Et donc, peut-être c'est le moment de dire un mot de ceux qui permettent à cette association de vivre. Oui, écoutez, grâce à Dieu, heureusement que le peuple juif reste un peuple très particulier dans son unité, malgré ses fissures et ses distinctions et différences. Oui, nous vivons que sur les donations de l'extérieur et de l'intérieur, des gens, des familles, des institutions. Avant, par exemple, vous donnez un budget, ça peut paraître monstrueux, mais il faut bien que vous compreniez que quand je vous parle d'envoyer des jeunes au Sri Lanka, c'est les envoyer gratuitement. Quand je vous dis qu'on fait des week-ends, la semaine dernière, avant Yom HaZikaron, on a sorti dans 3 hôtels différents, pratiquement 3000 personnes, c'est gratuit. Donc, il faut que ça ressorte de quelque part, parce que les hôtels, ils nous font des réductions, mais ça reste quand même des hôtels. Donc, il faut payer tous les thérapeutes. Alors oui, nous avons des donateurs. À les chiffres d'affaires, en gros, avant le 7 octobre, on dépensé 3,5 millions de dollars par an. Nous en sommes à 35 millions de dollars. Parce que d'abord, il y a le salaire aussi, sachant que tout le personnel de One Family, 80%, c'est du bénévolat, et il y a quand même 20% de salariés, il y en a comme besoin de Parnassa. Et donc, c'est grâce à ça aussi qu'on peut payer nos employés et tous les art-thérapeutes que nous avons besoin et tous les psychologues dont nous avons besoin, voire les psychiatres ou avocats dont nous avons besoin. Les avocats, d'ailleurs, c'est une erreur parce qu'ils sont au pro bono. Mais tout ça pour dire que oui, on a besoin de beaucoup d'argent et sans l'aide des Américains, mais aussi des Français qui donnent pas mal, en sachant que depuis le 7 octobre, on a ouvert l'association One Family France qui a l'adresse à Paris avec des bénévoles fixes maintenant aussi à Paris, un compte en banque à CERFA. Donc, du coup, ça a déclenché aussi que les Français ont décidé de donner plus à One Family et je les en remercie, comme nous remercions énormément tous ceux dans le monde entier qui donnent. Les enfants que nous avons pu envoyer au Mexique, par exemple, ça a été un don de toute la communauté juive mexicaine dans son entièreté qui ont payé 2 fois le voyage de 30 personnes, tout inclus pendant 15 jours au Mexique. C'est beaucoup d'argent tout ça. Et tous les traitements que nous faisons, c'est beaucoup d'argent. Les ordinateurs que nous envoyons dans les hôpitaux à chaque soldat qui est blessé et qui est dans un lit pendant des semaines et des mois, c'est aussi beaucoup d'argent. Mais on le fait avec tellement... Les gens nous le donnent avec tellement de cœur et on le redistribue avec tellement de cœur que Dieu fasse que ça continue. Que ça continue ou que ça s'arrête. Pas que les attentats ou la guerre. Ouais, non, je reprends ma phrase. C'était la continue la phrase sur les que leur générosité continue. Voilà, leur générosité continue à donner, mais par contre que Dieu fasse que nous n'ayons plus jamais à rentrer personne dans notre famille et encore malheureusement, il y a 2 jours nous avons rentré encore des soldats et leurs familles. C'est vraiment notre prière de chaque Yom HaZikaron, notre prière de chaque Rosh Hashanah. Nous ne voulons plus grandir et je crois que c'est la seule famille au monde où on a envie de dire on ne veut plus grandir et malheureusement les choses font que nous continuons à grandir. D'ailleurs, la seule chose que je n'ai pas évoquée, ce sont les otages. C'était pour nous aussi une première, comme ça a été une première pour l'État, comme ça a été une première pour beaucoup d'institutions. Les otages, on a aussi créé maintenant une section spécialement pour eux, parce que là encore, c'est pas le même deuil, c'est pas le même souffrance, c'est pas les mêmes cauchemars. Même si on a été otage et qu'on a perdu sa femme ou ses enfants, ou ses parents, comme c'est le cas pour certains, il y a ce deuil-là, mais il y a aussi l'autre, et les souffrances, et les tortures, et ça c'est encore autre chose, et c'est pas les mêmes professionnels. Bien entendu. Donc on travaille aussi maintenant, on est avec eux, et ils le savent. Eh bien, Aurélie Abilia, merci beaucoup de nous avoir fait partager, on va dire, votre action. C'est important de le souligner, c'est important à certaines dates clés de le mentionner, de le rappeler à nos auditeurs qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour que justement ces familles endeuillées puissent voir parfois un petit rayon de soleil, parfois même plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette veille de Yom HaZikaron. Et qu'on ne connaisse plus de drame.